Merci de regarder Golf TV Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Ma part des vérités de ce dimanche 14 octobre 2018. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à une jeune femme politique, mais d'abord universitaire. Avec elle, nous allons discuter des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'année universitaire 2018-2019 qui démarre demain, de la réforme du système partisan, de la réforme du code électoral, de la gouvernance du président Patrice Talon sur le plan économique et sur le plan social et de la place des femmes dans le dispositif gouvernemental actuel. Notre invité, c'est Sedami Medegan-Fagla, docteur en chimie organique, maître assistant à la faculté des sciences et de la technique de l'université d'Abomey-Calavi, enseignante-chercheur naturellement, et coordonnatrice de la Ligue des femmes de l'Union Faire la Nation. Docteur Sedami Medegan-Fagla, bonjour. Bonjour, Monsieur Ojo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Dans le cadre de la rentrée universitaire 2018-2019 prévue pour demain, le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé un certain nombre de mesures, dont le maintien du statu quo pour ce qui concerne les frais d'inscription, qui ne seront pas de retour, en tout cas par cette année, dont le maintien des frais de formation qui ne vont pas connaître d'augmentation, mais certains étudiants, plutôt que d'applaudir, sont réservés, frileux, prudents, estimant que ces mesures dégagent des relents électoralistes, puisque nous sommes à quelques 6 mois des élections législatives de 2019. Comprenez-vous cette posture de ces étudiants-là? Non, pas du tout. Je ne les comprends pas. Et ce n'est pas juste qu'ils disent cela. Avant de répondre à votre question, je vais commencer par dire que le président Talon a quand même démontré qu'il n'était pas sujet à ce genre de manipulation politique. Il a démontré qu'il n'avait pas peur de prendre des mesures qui pourraient froisser, que ce soit ses partisans, que ce soit des non-partisans, quelle que soit la période où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Donc c'est une pure coïncidence que nous soyons aujourd'hui à 6 mois des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, contre toute attente, sans aucune étude prospective, sans aucune stratégie mise en place, il a été décidé de supprimer les frais d'inscription des étudiants non boursiers, n'est-ce pas, dans nos universités, ce qui représente environ 70% des étudiants béninois, n'est-ce pas? Ce faisant, aucune mesure n'a été prise pour accompagner ou combler ou compenser le déficit budgétaire que ça représentait dans les frais de fonctionnement des universités. Ça fait un moment que les responsables d'université réclament la réinstauration, la réintégration de ces frais-là, parce que la situation est devenue insoutenable. De 2013 à 2016, après avoir supprimé ces frais d'inscription, seulement 40% des subventions, des besoins en termes de subventions ont été octroyés aux universités. Imaginez la situation intenable dans laquelle elles sont. Imaginez le groupe financier. Imaginez là d'où on vient. Nos universités étaient déjà mal en point. Qu'on leur ôte, qu'on leur enlève une bonne partie de leurs frais de fonctionnement, c'est inimaginable. Sans mesures accompagnantes, sans prendre des mesures qui pourraient accompagner cela, c'est inimaginable. Donc, les responsables d'université ont demandé eux-mêmes la réintégration, la restauration de ces frais d'inscription-là. En 2017, le gouvernement avait déjà pris acte de cela, avait déjà décidé de leur accorder cela. Et le chef de l'État avait accordé un moratoire d'1 an aux étudiants, aux responsables étudiants, aux étudiants, parce que ces derniers sont venus faire un plaidoyer, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une surprise, la restauration des frais de scolarité, des frais d'inscription dans nos universités était actée pour 2018-2019. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Bon, mais aujourd'hui, compte tenu de la situation sociale, compte tenu du fait que le Conseil national de l'éducation est en train d'être mis en place, le gouvernement a décidé de maintenir le statu quo et le Conseil national de l'éducation viendra prendre les décisions nécessaires ou viendra donner la stratégie nécessaire pour permettre à nos universités de fonctionner et
de donner, d'octroyer à nos enfants une éducation de qualité. Alors, le gouvernement estime aussi avoir déboursé plus de 14 milliards 200 millions en 2018 pour payer les bourses et autres allocations universitaires contre 7 milliards 500 millions en 2015, en tout cas avant l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon. Mais des étudiants estiment toujours que ce ne sont que des chiffres parce qu'aujourd'hui encore, il y a des étudiants qui ne sont pas entrés en possession de leurs allocations universitaires. Alors déjà, je vais retourner un petit peu en arrière. Le gouvernement a dépensé cette année, dépense depuis qu'il est là, 55 milliards en moyenne pour nos frais, pour nos universités, contre 38 milliards en général. Les étudiants sont injustes lorsqu'ils disent ça. Le système universitaire est tout un ensemble en fait. C'est un ensemble en amont, en aval, il y a de l'administratif, il y a des équipements, il y a un certain nombre d'intrants qui permettent au système de fonctionner. Il n'y a pas que les étudiants, quand ils disent que ce ne sont que des chiffres, certainement que c'est parce qu'on ne leur a pas donné, ils n'ont pas de nouveaux bus, enfin c'est ce que j'entends, mais ça n'a pas de sens. Les bus sont à la fin de la chaîne. Pour que le système fonctionne, il faut d'abord que l'administration puisse fonctionner. Il faut d'abord qu'il puisse y avoir des équipements nécessaires pour les former. Il faut d'abord qu'il puisse y avoir des enseignants qui puissent les former. Si nous ne réglons pas tous ces problèmes-là et que nous leur donnons des bus comme par le passé, qu'est-ce que ça va changer dans la qualité de la formation qu'on leur donne ? Est-ce que ça va les rendre plus compétitifs? Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement a fait comme option? Le gouvernement a fait comme option d'octroyer des bourses supplémentaires. Déjà, de régler les arriérés des bourses des 14 000 étudiants boursiers laissés par les gouvernements précédents, n'est-ce pas? De leur rattraper les paiements, de leur donner leurs paiements qui sont en retard, d'une part, mais aussi de permettre à ces paiements d'arriver à temps dans leur compte bancaire. Première chose. Deuxièmement, le gouvernement a étendu la bourse à 16 000 étudiants supplémentaires. On va dire que ce n'est pas une mesure sociale, ça. 16 000 étudiants supplémentaires vont avoir une bourse pour la rentrée scolaire 2018-2019, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça. Il a fallu équiper les universités d'Abomey Calavi, les universités de Sakété, les universités de Parakou, en laboratoire, en bloc administratif. Il a fallu ouvrir de nouvelles filières. De nouvelles filières parce qu'on sait aujourd'hui que nous avons un sacré problème entre l'adéquation, on a un problème d'adéquation entre la formation et l'offre d'emploi que nous avons sur le marché. Alors de nouvelles filières génératrices d'emplois, pourvoyeurs d'emplois rapidement ont été ouverts, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, plusieurs filières sont mises à disposition des étudiants. Ça a un coût, n'est-ce pas? Donc il faut permettre au gouvernement de faire les choses pas à pas, hein, d'atteindre ses objectifs pas à pas et de prendre en compte tout le système. Et il ne s'agit pas avant de travailler, de chercher à impacter le bout de la chaîne, il faut commencer par travailler sur les fondations, les bases, n'est-ce pas? Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Et il faut rester patient, les choses se feront progressivement. Voilà. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, les choses ont changé dans la manière de fonctionner des universités, dans la manière de se comporter pour les étudiants. Vous êtes en contact, hein, de façon permanente avec les étudiants. Comment analysez-vous aujourd'hui leur comportement, leur réaction face aux différentes décisions que prend le gouvernement actuel par rapport au monde universitaire? Alors, vous savez, Monsieur Ojo, les étudiants, le milieu estudiantin est un milieu formidable. Les étudiants, les générations d'étudiants se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément parce que chaque génération est riche de ses expériences, est riche de ses besoins et mène des débats qui sont liés à ses besoins, n'est-ce pas? Les étudiants béninois ont été habitués à quelque chose. Ils ont été instrumentalisés pendant plusieurs décennies parce que toujours considérés comme une manne électorale.
n'est-ce pas? Donc, les politiques se sont donnés à cœur joie pour les utiliser, n'est-ce pas? Et lorsque le débat politique se mêle à leurs besoins, ils montent au créneau, ils disent des choses. Mais vous savez, lorsque je les isole, lorsqu'on se retrouve en laboratoire et que nous menons des discussions politiques, je suis surprise. La relève est là. Les étudiants béninois ont fait le constat. Ils savent mieux que quiconque. Ils savent très bien ce qu'il faut faire pour que ce pays aille mieux. Ils connaissent très bien leurs priorités. Et je suis persuadée qu'ils soutiennent pour la majorité les actions du gouvernement Talon, qu'ils encouragent, qu'ils sont conscients. Je sais qu'ils sont conscients des efforts que le gouvernement fait. Et je n'ai pas peur, je suis plutôt fière en fait des étudiants que nous avons parce que en dépit de ce qu'on croit, de quelques-uns en plus qu'on voit parler à la télé, la majorité soutient largement le président Talon, encourage le président Talon dans ses réformes parce qu'on sait que ce n'est pas facile, on sait qu'on vient de loin, on sait que l'objectif est encore loin et qu'il faut pousser, que c'est de notre effort à tous de les atteindre. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant d'autres pans de l'actualité. Vous êtes une femme politique. Ces dernières semaines, on vous a beaucoup vu sur le terrain, puisque des équipes de reportage de Golf TV Africa vous ont suivi un peu partout. Ce dont on parle depuis quelques jours, c'est le relèvement des montants des cautionnements pour les différentes élections, la présidentielle et les législatives. 250 millions de francs CFA pour chaque candidat à l'élection présidentielle et 249 millions de francs CFA pour chaque liste de candidature aux élections législatives. Ce sont de nouvelles dispositions qui ont déjà passé le contrôle de constitutionnalité. On s'attendait peut-être à ce que ces mesures-là soient déclarées contraires à la Constitution, mais elles sont maintenues. La profondeur de ces dispositions, de ces réformes, estime que ce sont des réformes qui excluent à la fois les jeunes et les femmes. Vous êtes une femme politique et vous soutenez ces réformes, c'est paradoxal, non? Absolument pas. Si je les soutiens, c'est parce que je ne me sens pas du tout exclue et j'estime que pour la première fois, je peux conquérir de façon équitable, de façon égale avec les hommes. Donc, je ne comprends pas cette manière de voir les choses. Et les cautions. Vous savez, il faut arrêter de lire les tests de façon partielle. Il faut arrêter de voir cette réforme de façon partielle. Il faut voir cette réforme dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'on va vers de grands groupes? Nous allons vers de grands groupes que l'État financera. L'État va consacrer 0,5% de ses recettes intérieures à financer les partis politiques. Environ 5 milliards de francs CFA seront octroyés aux partis politiques pour qu'ils puissent mener à bien leur activité. Donc les cautions dont on parle ne seront pas payées par des individus, contrairement à ce qui se passait dans le passé. Donc je ne vois pas où est le problème. Moi, en tant que femme, ça me permet justement de ne pas avoir ça comme limite, puisqu'on sait très bien que les femmes ne sont pas prêtes à débourser les sommes folles qui étaient déboursées avant pour pouvoir être positionnées sur des listes. Donc, je suis totalement confiante, puisque de toute façon, il sera à la charge de mon parti de payer ce genre de montant pour moi. Et on parle de caution, Monsieur Ojo. Le mot caution a une signification. C'est une somme que vous déposez pour garantir quelque chose et qu'on vous restitue lorsque vous avez rempli certaines conditions. Donc, il faut arrêter d'entretenir cette polémique-là. Il faut aller de l'avant. Alors, s'il faut compter sur un probable financement des partis politiques pour conclure que les partis politiques auront beaucoup plus de facilité pour s'acquitter de ces cautions dans la perspective de leur participation aux élections législatives et présidentielles, il est clair que pour les prochaines élections, ce n'est pas évident que ce financement soit déjà mis en place parce que de toutes les façons, la loi sur le financement des partis politiques n'existe pas encore. La loi n'existe pas encore, mais elle est dans les pipelines. Vous savez, je ne suis pas législateur. Les législateurs, je suis persuadée qu'ils sont en train de réfléchir aux mécanismes nécessaires pour nous permettre d'aller aux élections dans les meilleures conditions. J'ai confiance. Pour moi, il n'y a pas de problème pour l'instant. Et puis, nous avons encore le temps. Vous savez, les élections ne sont qu'en mars. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de loi sur le financement? Donc, nous ne savons pas. Donc, laissons les législateurs faire leur travail.
D'accord. Pardon. Alors, par rapport à la réforme du système partisan, vous êtes, vous, de l'Union fait la nation, qui appartient au bloc progressiste. Aujourd'hui, vous êtes visible, mais il se trouve que dans la formation de ces blocs, ce sont les anciens acteurs politiques, c'est-à-dire que des acteurs politiques d'une génération qui n'est pas la vôtre, qui sont toujours au devant de la scène. Est-ce qu'avec ce genre de réforme, vous avez toujours la garantie, vous en tant que jeune femme politique, que votre place est préservée, est réservée au sein des formations politiques? Parce que quand il sera question de faire le positionnement, ce sont toujours les anciens qui seront privilégiés au détriment de vous, les jeunes. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, il faut arrêter d'opposer les anciens et les jeunes. Vous savez, moi, c'est un plaisir pour moi de passer du temps avec ce que nous appelons les anciens. Ils sont la mémoire politique de ce pays-là. Je suis en formation en permanence. Chaque discussion avec une personne qui pourrait rentrer dans cette catégorie d'anciens tourne toujours au plaisir parce que j'apprends énormément d'eux. Et il n'y a pas de conflit intergénérationnel. Les anciens, ceux que nous appelons, parce que je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, je vais l'utiliser puisque c'est le terme que vous me servez. Ceux que nous appelons les anciens sont conscients aujourd'hui qu'ils doivent préparer la relève. Et ils sont en train de le faire. En tout cas, pour ma part, pour ce qui se passe dans l'Union fait la nation et dans le bloc progressiste, ils sont en train de former la relève. Vous dites que c'est toujours eux qui sont au devant de la scène, mais vous venez de dire, vous avez dit un petit peu auparavant que vous me voyez un peu partout, que les chaînes me suivent et tout. Si ce n'était pas derrière moi, à me pousser, à me dire d'y aller, vous pensiez que je serais là? Donc si les anciens ne voulaient pas nous laisser occuper l'espace, je ne serais même pas assise devant vous, en fait. Donc, il ne faut pas entretenir de polémique là non plus. Et je pense qu'il est temps que nous commencions à éduquer nos citoyens, à commencer à dire à la jeunesse béninoise qu'il faut qu'elle arrête de s'opposer, de voir les personnes. En plus, ce sont nos parents. Quand on parle des anciens, ce sont nos parents. Est-ce qu'on arrête d'apprendre de nos parents? Est-ce que si votre père vous appelle aujourd'hui pour vous donner un conseil, vous allez dire « Oh, c'est un ancien, moi, je suis en opposition avec lui. » Mais non. Donc, il faut qu'on arrête de voir les choses comme ça. C'est une école formidable et nous devons nous attacher justement à chacun, chacune qui nous considérons comme jeunes par rapport à eux. Nous devons nous attacher à tisser des liens particulier avec eux, afin que chaque discussion soit un échange en fait dans lequel nous apprenons. Nous sommes en formation politique. On ne devient pas. Il est temps de toute façon de changer la manière dont nous faisons la politique. Et la politique, effectivement, pendant longtemps, les gens sont venus à la politique pour des raisons personnelles, pour l'apologie de leur propre prospérité. Et aujourd'hui, nous devons changer la manière de faire la politique. Et pour cela, nous sommes obligés d'aller à l'école de ces anciens-là. Nous sommes obligés de connaître l'histoire de politique de ce pays. On apprend comment l'histoire de politique de ce pays si on ne va pas avec les anciens, si on n'est pas avec eux, si on n'est pas en contact avec eux. Nous ne pouvons rien faire sans eux. Donc il faut arrêter aussi ce débat-là. Et moi, vraiment pour ma part, je vous dis, et ils le savent, je le leur dis, il y en a beaucoup qui me suivent ce matin, à qui je dis que c'est un plaisir de discuter avec eux, que chaque discussion tourne en une leçon formidable. Donc voilà. Donc, vous faites l'option peut-être de sacrifier vos ambitions politiques pour les laisser continuer de dominer les jeux. Ah, pas du tout, mais pas du tout. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, comme je dis, vous avez dit précédemment qu'ils ne veulent pas laisser occuper le terrain, mais je suis là, j'occupe le terrain tout autant que, sinon peut-être plus que certains d'ailleurs parmi eux. Donc il faut arrêter ça. C'est une question après de militantisme, de volonté, d'envie de participer au débat. Moi, j'ai choisi d'être là ce matin parce que j'avais envie justement de donner mon avis sur l'actualité politique et tout. Et à partir de ce moment-là, toute personne dans nos partis qui est prête à donner sa voix, à participer au débat politique est encouragée. Pour ce qui se passe dans l'Union fait la nation, est encouragée, est poussée, est formée pour aller le faire. Je ne suis pas là par hasard. Et il faut surtout, en fait, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Il ne faut pas penser que les vieux ou les anciens ne veulent pas laisser les jeunes occuper la place. Ce n'est pas du tout ça. Il faut uniquement que les jeunes et les femmes décident d'y aller et disent aux anciens qu'ils sont prêts,
que nous acceptions d'être formés par eux. Et voilà, tout le reste viendra après. Oui, et vient d'ailleurs naturellement. Donc, ce n'est pas viendra après, tout le reste vient naturellement, puisque je suis là, je suis un exemple de ce que nous disons. Alors, très souvent, dans vos échanges avec les femmes, avec les jeunes, vous défendez les réformes du gouvernement Patrice Talon, quelles soient les réformes, que ce soit les réformes économiques ou encore les réformes sociales. Pourtant, on entend dire certains Béninois qui pensent que les réformes économiques aujourd'hui contribuent plutôt à consolider la paupérisation des masses populaires. Et c'est quand même surprenant qu'on vous voit, vous, défendre ce genre de réformes, non? Vraiment, ce n'est pas juste qu'on dise des choses comme ça. Ce n'est pas juste, ce n'est pas encourageant. Vous savez, la première chose que je vais dire, c'est que construire le Bénin est notre devoir à tous. Déjà, il faut arrêter de penser que c'est le devoir d'un seul individu. D'accord? Parce qu'on l'a élu, il a une baguette magique, il doit construire le pays. C'est le devoir de chaque citoyen. Pendant très longtemps, nous avons été habitués à des choses qui nous sont emmenées là. Nous avons été habitués à ce que les deniers publics sortent des caisses, soient sortis des caisses, soient distribués à la population à des fins électorales et aussi à générer qu'on appelle des richesses privées, des richesses, à entretenir une élite qui se croyait au-dessus de toutes les lois ou qui s'était mise au-dessus de toutes les lois. Nous avons été habitués à ça. Mais les conséquences sont quoi? Quelles sont les conséquences au jour d'aujourd'hui? Si nous en sommes là, si 60 ans après l'indépendance, nous en sommes encore à ce niveau de développement, de sous-développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses qui devaient être faites n'ont pas été faites, n'est-ce pas? Et qu'il faut qu'à un moment, une génération s'arrête pour travailler, pour faire. Je ne dis pas que les générations précédentes n'ont pas fait, qu'elles n'ont pas travaillé. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais elles auraient pu mieux faire. Et nous devons accepter d'aller jusqu'au bout des sacrifices nécessaires pour que le pays se développe. L'argent de ce pays, à quoi ça sert? L'argent d'un pays, d'une nation, à quoi est-ce qu'il sert? L'argent sert à construire des écoles pour les enfants. L'argent sert à construire des centres hospitaliers. L'argent sert à soigner les enfants de ce pays, à les éduquer, à leur donner de l'eau, à leur donner des conditions de vie acceptables. N'est-ce pas? Et c'est ce à quoi s'attaque le gouvernement actuel. Au lieu de prendre l'argent, je ne sais pas moi, supposons, au lieu de prendre 10 milliards, de se mettre 8 milliards dans les poches et de nous distribuer 2 milliards à travers des billets de 2000 francs, le gouvernement aujourd'hui a fait l'option de donner à manger à nos élèves dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, on sait que dans plus de 3000 écoles au Bénin, nos enfants ont droit à un repas par jour. Ceci n'a pas de prix. Plusieurs milliards, plus de 15 milliards sont investis dans les cantines scolaires au jour d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on mange, le fait d'avoir accès à un repas par jour, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de retenir l'enfant à l'école, n'est-ce pas? Donc déjà, ça améliore son apprentissage, d'accord? Ça permet d'alléger les charges des parents, en fait, à la maison, de la femme qui doit s'occuper de cet enfant-là, n'est-ce pas? Et il faut savoir que quand un enfant ne mange pas, cela joue sur ses capacités intellectuelles. Donc, ça améliore la qualité des apprenants que nous avons et la qualité des ressources humaines que nous aurons à la sortie. N'est-ce pas? Donc, nous travaillons, le fait de nourrir nos enfants à l'école travaille pour aujourd'hui et travaille pour demain. Donc, première mesure. Deuxième mesure, le gouvernement a fait l'option d'emmener de l'eau potable dans tous les foyers, dans nos zones rurales. Bénin. Ceci n'a pas de prix. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, au pays, dans notre Bénin, dans notre pays, à peine 30% des Béninois en zone rurale ont accès à l'eau potable et on connaît les conséquences sur la santé, sur la pénibilité des femmes. Les femmes dans certaines régions doivent faire 4 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Et quelle eau? De l'eau bien souvent croupie, de l'eau dans laquelle le bétail fait ses besoins, de l'eau impropre à la consommation. Donc, apporter de l'eau potable, ça va
améliorer la santé, ça va impacter la santé, ça va améliorer les conditions de vie, ça va toucher, impacter, apporter des effets, ça aura des effets positifs sur la classe la plus défavorisée de ce pays. Ça, c'est une mesure sociale. Le simple fait de se battre pour que bientôt, à travers l'Arche, qui sera la mesure sociale phare de ce gouvernement, le citoyen lambda, les revendeuses au bord des marchés, les cultivateurs qui auront fini de travailler, qui auront servi jusqu'à l'âge où il est beaucoup plus difficile de gagner sa vie, pourraient avoir accès à un petit revenu complémentaire qui leur servira de retraite, comme moi, fonctionnaire, à partir de 60 ans ou 65 ans pour ma catégorie. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement Talon n'en fait pas assez. Il faut savoir que c'est un effort collectif que nous sommes en train de mener et que nous devons soutenir le président Talon. Il n'est pas le seul à devoir prendre des mesures. La manière dont nous vivons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous sommes solidaires des uns et des autres participera aussi au développement de ce pays. Et n'oubliez pas que tout ce que le président Talon fait, ce n'est pas pour nous. Nous sommes la génération qui est déjà en train de terminer en fait. Nous sommes débrouillés, nous sommes la génération qui a grandi, qui a fini par grandir, qui vit dans les conditions qu'elle a obtenues. Mais pour nos enfants, vous savez, je suis une mère, je rêve que je rêve que mes enfants ne soient pas obligés de quitter le Bénin pour espérer devenir de grands hommes. Je rêve que les Béninois que nous sommes et les enfants que nous aurons demain soient fiers d'appartenir à une nation qui les éduque, qui leur offre une éducation de qualité, qui les nourrit, qui les soigne et dans lequel ils peuvent s'épanouir, dans lequel ils pourraient avoir du travail, ils peuvent trouver du travail. Donc c'est ça. Et monsieur Ojo, je vais vous dire, vous savez, il faut laisser les gens parler. Ceux qui parlent, j'aime bien dire que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui ont vu les privilèges qui se sont octroyés sur notre dos, qui nous ont sacrifiés, les privilèges qu'ils ont sacrifiés, le développement de ce pays pour s'octroyer, c'est ceux-là qui font beaucoup de bruit. Ceux qui avaient l'habitude de réussir au concours frauduleux, ceux qui avaient l'habitude de se servir dans les caisses de l'État, en toute impunité, c'est ceux-là qui se plaignent le plus. Parce que, très sincèrement, vous prenez la femme du marché, vous allez discuter avec elle, vous lui dites, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais pourquoi? Est-ce que ça ne paraît pas bizarre que ça paraisse difficile? Parce que, de toute façon, les salariés, leurs salaires leur sont versés tous les mois. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Quel argent ne circule pas? Et que vous leur demandez, est-ce que vous êtes contre le fait que cet argent-là permette à nos enfants de manger à l'école? Est-ce que vous êtes contre le fait que cet argent-là construise des écoles pour nos enfants, envoie des enseignants pour nos enfants, forme les enseignants pour permettre à nos enfants d'avoir des formations de qualité? Elles sont toutes contentes. Et n'oubliez pas, je pense même que c'est une insulte à la femme béninoise de dire des choses comme ça. Parce que la femme béninoise de tout temps, quelles que soient les générations, toutes générations confondues, elle s'est sacrifiée pour obtenir le meilleur pour ses enfants. Et la génération actuelle, la génération précédente, les générations passées se suivent et répètent le même schéma. Donc, la femme béninoise aujourd'hui, la mère au foyer, est consciente que il était temps, que c'est le moment ou jamais qu'il faut faire les derniers sacrifices, les sacrifices nécessaires. Quelle que soit la manière dont ça nous paraît difficile, quel que soit ce que ça peut nous paraître, nous sommes prêts à faire ce sacrifice-là si ça permettra à nos enfants de s'épanouir dans ce pays-ci. Alors, vous avez parlé d'efforts collectifs. Justement, les adversaires du régime du nouveau départ sont conscients de cet effort collectif, mais ils disent que c'est un effort collectif qui ne profite in fine qu'à une minorité et qu'aujourd'hui, pendant qu'on demande à tout le monde de consentir des sacrifices, il y a toujours quelques-uns qui s'en sortent plutôt bien. Peut-être vous aussi, parce que vous ne vous plaignez pas comme la femme de Dantopa dont vous avez parlé, vous vivez, vous avez votre salaire et que bon, peut-être aussi vous réussissez à vous offrir les 3 repas par jour, ce qui n'est pas le cas pour des milliers d'autres Béninois et surtout Béninoises. Vous savez, quand je les écoute, j'aime bien dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et si ça avait été facile
pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas du fait du président Talon. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête des gens. Et je suis persuadée que la population béninoise qui avait déjà fait le constat est tout à fait consciente du fait que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que les générations précédentes n'ont pas fait le nécessaire. En tout cas, n'ont pas atteint les objectifs qu'ils auraient dû atteindre en 60 ans, après 60 ans d'indépendance. Les 10 ans de gouvernance qui sont passés, si les choses étaient aussi faciles, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé le pays dans cet état de pauvreté-là, c'était aussi facile? Pourquoi est-ce que justement ils ont construit des élites, ils ont construit des élites qui se sont cachés derrière leur impunité pour perpétrer les crimes économiques les plus effroyables. Je n'ai pas envie de les citer. Je n'ai vraiment pas envie de les citer. Il faut arrêter ce débat-là. Moi, je ne m'estime pas à l'abri parce que j'ai mes difficultés. Contrairement à ce qu'on peut croire, mon salaire est le même. Depuis que je suis recrutée, il va certainement changer. Il va changer en fonction d'un certain nombre de choses. Mais j'ai été éduquée. Mes parents se sont sacrifiés pour m'offrir les meilleures formations. Aujourd'hui, on entend les étudiants se plaindre parce que les frais de réinscription ont été réinstaurés. On a commencé par là, n'est-ce pas, Monsieur Odjo? Mais on sait très bien que Enfin, qu'il n'y aura pas de retour de frais d'inscription cette année. Voilà, ça peut venir prochainement. Mais ça, sincèrement, nous avons intérêt à faire revenir ça. Et je vais vous dire pourquoi. La formation universitaire est quelque chose qui ne peut pas être gratuite, quel que soit le pays au monde. Vous rendez compte, Monsieur Odjo, la formation de journalistes, les écoles de journalistes coûtent combien dans les pays développés? Je suis désolée, plus le pays est cher, plus ça coûte cher d'aller à l'université. Est-ce que c'est parce que ces pays-là n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il faut mettre autant dans sa formation universitaire? Et mes parents se sont sacrifiés, ils se sont sacrifiés, je pèse bien mes mots, pour nous offrir à leurs enfants les meilleures formations. Ça a demandé des efforts. Mon papa aime raconter que, moi, je vais le dire dans ma langue maternelle, c'est Damio Yavichewe, et pourtant, j'aime bien raconter ça. Il aime dire ça, qu'il y a Vichewe. Et ce n'est pas un mythe. Les parents se sont sacrifiés. Et j'aime le dire, tous les parents sont prêts à se sacrifier pour le meilleur, un avenir meilleur pour leurs enfants. Je ne me plains pas, j'ai peut-être les 3 repas par jour parce que mes parents se sont sacrifiés. Et c'est ce que nous sommes tous en train de faire. Moi, je fais des sacrifices à mon niveau pour que mon enfant ait les meilleures formations. Je fais mon sacrifice à mon niveau pour que demain, mon enfant ne soit pas obligé d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada pour étudier. Parce que c'est un peu ça, c'est un déchirement qui ne dit pas son nom lorsqu'on se sépare de ses enfants. Il peut y arriver il arrive tellement de choses lorsque vos enfants sont loin de vous. Donc, à mon niveau, je me bats, je me sacrifie pour que mon enfant puisse vivre dans ce pays-là, puisse s'épanouir dans ce pays et ne vive pas ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire cette séparation de près de 17 ans avec mes parents. Je suis désolée. Donc, chacun se sacrifie à son niveau. Et le fait que je puisse avoir 3 repas par jour, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu, c'est parce que c'est quelque chose que mes parents se sont sacrifiés pour me permettre d'obtenir. Et c'est ce qu'on demande à la génération actuelle. C'est ce que nous sommes tous en train de faire, construire le Bénin dans lequel nos enfants vont grandir. Permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur, ça passe par quoi? Ceux qui n'auront pas les moyens, quel que soit le faux bêta, 90% ou 80% de ce pays, des Béninois de ce pays, n'auront jamais les moyens d'avoir leurs enfants à l'étranger. Ça veut dire que leurs enfants doivent réussir ici, doivent avoir les mêmes chances que tout le monde, que les enfants des plus aisés, que des enfants de ceux qui y arrivent. Leurs enfants doivent avoir les mêmes chances. Et pour ça, il fallait s'arrêter. Il fallait s'arrêter, faire les sacrifices nécessaires et permettre au gouvernement et nous-mêmes, enfin, jouer notre partition dans cette action-là et pour bâtir les infrastructures nécessaires, pour mettre en place les conditions nécessaires dans lesquelles nos enfants vont grandir, dans lesquelles nos enfants vont évoluer. Moi, je n'ai pas envie que dans 10 ans, mon fils ne puisse pas avoir le choix d'étudier à l'Université nationale du Bénin. J'aimerais bien qu'il reste dans les universités nationales du Bénin, mais pour cela, il faut que la formation qu'on va lui donner, qu'on lui donnera à horizon 10 ans, soit de qualité. Et puisque nous sommes en train de parler de la gouvernance du président Patrice Talon, il y en a qui pensent aujourd'hui que pour une arrivée au pouvoir qui, il y a 2 ans et demi, était porteuse d'espoir et d'espérance,
aujourd'hui qu'il n'y a plus matière à espérer. Quelles sont, selon vous, les bonnes raisons que les Béninois ont de continuer à croire que le président Patrice Talon et son gouvernement pourront, au thème des 5 années du mandat, changer qualitativement leur vie? Déjà, je pense personnellement que c'est une opinion qu'on essaie de mettre dans la tête des gens, de dire qu'il n'y a pas de l'espoir. Je le dis haut et fort, l'élection du président Talon, c'est l'élection de l'espoir retrouvé. Nous, les mères, nous, les éducatrices, les mères, nous avons retrouvé l'espoir. L'espoir que nos enfants pourront avoir les mêmes chances que les enfants des élites dans ce pays. L'espoir que nos enfants pourront avoir les mêmes chances que les enfants de ceux qui ont eu la chance de pouvoir mettre leurs enfants à l'abri pendant qu'ils étaient au gouvernement. Donc, le gouvernement Talon, qu'est-ce qu'il fait? J'ai parlé des cantines, le simple fait que nos enfants puissent manger à l'école. Bientôt, en tout cas, dans l'objectif du chef de l'État, c'est de pouvoir offrir jusqu'à 2 repas par jour à nos enfants à l'école. Déjà pour la mère de famille modeste, la mère de famille voilà, dans nos villages, ça n'a pas de prix. C'est un soulagement de ne pas avoir qu'on appelle cette charge-là supplémentaire. De deux, le simple fait que bientôt on puisse aller se soigner à l'hôpital. Qu'est-ce qui importe à la mère en fait? La première chose, c'est de nourrir son enfant. La deuxième chose, c'est de soigner son enfant. La troisième chose, c'est d'éduquer son enfant. Et c'est dans cet ordre-là. Une fois que vous l'avez nourri, vous avez envie, vous voulez le soigner. Et quand vous l'avez soigné, vous avez maintenant envie de l'éduquer. C'est dans cet ordre-là que ça se passe. Alors si on vous aide à nourrir vos enfants, on ne peut plus parler, on ne peut plus dire que nous ne sommes pas dans le social. Si on vous aide à soigner vos enfants, on ne peut pas dire que le gouvernement ne nous a pas aidés. Et si on vous aide à éduquer vos enfants, on leur permet d'avoir une éducation de qualité. On forme des enseignants qui vont les former. On met en place, on offre les conditions nécessaires pour qu'ils puissent recevoir ce savoir-là. On a tout fait. Et ça, c'est l'espoir renouvelé. Et nous, mères, toutes les mères de ce pays, toutes les femmes de ce pays, nous soutenons le président Talon. Nous faisons les sacrifices avec lui. Il n'est pas le seul à vouloir le faire, à devoir le faire. Nous faisons les sacrifices nécessaires et nous acceptons ça. Je préfère ça. Je préfère ça, je préfère cet espoir-là. Je préfère me dire que je vais encourager le gouvernement Talon à atteindre 2 repas par jour aux enfants que de me dire que non, l'argent ne circule plus. Que de me dire que, oh, mais pourquoi est-ce qu'il ne sort pas l'argent? Pourquoi il ne dessert pas certains étaux pour que cet argent-là remplisse remplisse mes poches personnellement ou les poches de certains qui sont protégés par leur immunité. J'estime qu'il n'y a même pas de débat. Et j'aime bien dire que le mensonge va plus vite que la vérité. Mais que la vérité prend son temps, mais finit toujours par le rattraper. Et quel que soit ce que les gens mettront dans la tête de nos concitoyennes, en temps et en heure, même les plus récalcitrantes reconnaîtront que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est parce que le constat avait déjà été fait dans tous les ménages, dans tous les foyers, que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça, que nous sommes arrêtés pour changer radicalement. Nous avons fait le choix du président Talon. Le président Talon n'a pas menti. Le président Talon nous avait dit, quand il était candidat, qu'il ferait des réformes. Il avait dit qu'il allait nous apporter de l'eau. Il avait dit qu'il n'avait pas peur d'y arriver, qu'il ne voulait pas de populisme, qu'il n'allait pas faire dans le populisme et tout, et qu'il n'était pas forcément là pour qu'on l'applaudisse à chaque chose. Et courageusement, il a commencé, il a entrepris. C'est de notre devoir de le soutenir. Et s'il échoue, c'est le Bénin qui aura échoué. C'est nous, les mamans, qui auront échoué. Et ceux qui ont intérêt à voir qu'il échoue, je voulais utiliser un mot un peu difficile et je voulais aller me permettre, ceux-là, mes cœurs. Ceux-là, mes cœurs. Ceux qui entretiennent des polémiques vaines, au lieu de demander à la population d'être patiente, d'être persévérante, d'encourager, de soutenir, ceux-là, mes cœurs. Ils m'écœurent parce qu'à un moment, il faut arrêter de voir ses intérêts personnels. Il faut construire une nation. Les pays dans lesquels ceux-là vivent, les pays dans lesquels leurs enfants vivent, sont des pays qui se sont sacrifiés sur des générations pour arriver à ce niveau-là. Ce sont des pays qui n'ont pas volé leur développement.
développement. Ce sont des décennies d'industrialisation, de parents qui sont partis dans les usines travailler de 6 heures à minuit, qui sont partis travailler dans les mines 24 heures sur 24 pour créer la richesse qu'aujourd'hui, nous sommes contents d'aller découvrir, qu'aujourd'hui, nous sommes constants d'envoyer nos enfants là-bas pour en profiter. Non, il faut arrêter. Nous avons le droit d'offrir ça à nos enfants aussi. C'est notre devoir de l'offrir. Ça suffit maintenant. On parle d'immigration, d'immigration, d'immigration. Ça suffit. Il faut tordre le cou à ces pratiques-là. Il faut offrir le développement à l'Afrique. L'Afrique a tous les moyens nécessaires à sa disposition pour y arriver. Nous n'avons pas de... Ceux qui y arrivent, ils n'ont pas de tête. Donc, il faut vraiment... Je leur en veux personnellement et je trouve ça écœurant. Et je dis, j'envoie ce message à chaque femme. Je m'adresse particulièrement aux femmes et aux jeunes, parce que les femmes ont un rôle particulier dans une société. Les femmes sont... Nous, femmes, nous, mères, nous sommes aptes au sacrifice. Nous, naturellement et avec abnégation, nous sommes prêts à tout pour nos enfants. Et je sais que les mamans aujourd'hui savent que c'est le chemin qu'il faut emprunter et qu'elles s'encouragent le chef de l'État, qu'elles le soutiennent. Quand je les rencontre, effectivement, dès qu'on les rencontre, les premières choses, c'est « Ah, vraiment, c'est difficile pour moi. Ah, je ne vends pas au marché. Ah, vraiment, on ne comprend plus rien. » Et je leur dis, oui, vous ne comprenez plus rien parce que l'argent qui circulait avant ne circule pas. Mais l'argent qui circulait avant aurait dû faire certaines choses. Cet argent aurait dû construire le pays et cet argent n'a pas servi à ça. Cet argent a servi, certes, à faire de nouveaux riches, d'accord, mais cet argent n'a pas servi à créer les conditions nécessaires pour que vos enfants vous sortent de la pauvreté. Souffrez que maintenant cet argent serve à cela. Alors, si cet argent a servi hier à faire de nouveaux riches, est-ce que ce n'est pas la même chose que l'on constate aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui encore il n'y a pas de nouveaux riches contre peut-être les nouveaux riches d'hier qui sont en train de s'appauvrir parce que n'ayant plus des opportunités de faire tout ce que vous êtes en train de décrire? Est-ce que comme ça un jour on pourra se sortir finalement d'affaires? Moi, je ne vois pas les nouveaux riches dont vous parlez. Très sincèrement, je ne vois pas. Peut-être que je suis aveugle, mais je ne vois pas les nouveaux riches dont vous parlez. Donc, non, c'est à vous de nous dire si... Je n'en vois pas. Ça fait partie des critiques qui sont souvent formulées à l'encontre du gouvernement, que ce que l'on a reproché hier à ceux qui ont géré le pouvoir, c'est exactement ce qu'on reproche également à ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, lorsqu'on arrive à saisir des opportunités d'affaires, c'est autre chose. D'accord? Mais lorsqu'on détourne l'argent, les prêts, les dons octroyés à ce pays pour son développement, lorsqu'on les détourne à des fins personnelles, c'est autre chose. Et pendant longtemps, nous avons volé à tous les niveaux. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde s'offusque, et je trouve ça aussi un petit peu écœurant. Certaines personnes s'offusquent qu'on ait mis des directeurs d'école en prison parce qu'ils ont volé un sac de riz. Ce qu'on oublie, c'est que c'est le vol de plusieurs petites choses qui ont amené le pays à ce niveau-là. Et puis on a appris à voler petit, et ensuite ça ne nous a rien dit. On a vu qu'on ne se faisait pas attraper, on a commencé à voler moyen, ça ne nous a toujours pas attrapé, on a commencé à voler gros, à directement puiser dans les caisses de l'État. Il fut une époque dans ce pays où les douaniers ne reversaient pas ce qu'ils collectaient dans les caisses de l'État. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une collègue d'une grande boîte privée qui me racontait des exemples de personnel qui ont été déposés des chèques et que les douaniers ont mis ces chèques-là dans leur poche. Et ces chèques-là n'ont pas été décaissés, n'ont pas été utilisés, n'ont pas rempli les caisses de l'État. Donc, nous avons été habitués à ça. Vous parlez sans doute de certains douaniers parce que c'est une corporation. Il faut bien nuancer. Absolument. Pour ne pas vous mettre les douaniers au dos. Absolument. Je parle de certaines personnes qui ont perpétré certaines pratiques. Et cette minorité-là a suffi, cette minorité sur plusieurs générations, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Donc, sur plusieurs décennies, nous sommes emmenés à ce niveau-ci, vous voyez. Et, enfin, voilà. Alors, vous étiez en train de parler des femmes, de leur rôle dans la société, surtout des mères qui doivent être prudentes, qui doivent ouvrir les yeux pour voir ce qui se fait aujourd'hui de durable, de bon. Mais aujourd'hui, quelle est la place justement de ces femmes-là dans le dispositif autour du président Patrice Talon? Avez-vous le sentiment que les femmes sont suffisamment impliquées dans la gouvernance actuelle?
Suffisamment impliqué, on peut toujours mieux faire. Vous savez, nous venons de loin. Le Bénin vient de loin. D'accord. C'est un pays. Il fut un moment où il n'y avait pas du tout de femmes au gouvernement. En plus, ensuite, nous avons commencé par une seule femme au gouvernement. Et ensuite, nous avons eu un certain nombre de pratiques dans le gouvernement. Le président Talon fait de son mieux. Et je l'encourage d'ailleurs à continuer à nous donner l'exemple de femmes ultra compétentes à des postes ministériels dont elles ont les capacités en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, et les femmes qui sont au gouvernement aujourd'hui sont une génération que nous pouvons nous permettre d'admirer. Nous pouvons nous permettre de les admirer par rapport à leurs compétences, par rapport à leur morale, par rapport à l'éthique, à un certain nombre de pratiques. Donc il faut encourager cela. Hein. Il ne s'agit pas de mettre des femmes pour mettre des femmes au gouvernement. Nous avons été habitués à ça. Cela ne nous honore pas. Cela n'honore pas les femmes béninoises qui aujourd'hui sont ultra compétentes et présentes dans toutes les catégories socio-professionnelles de ce pays. Donc cela ne les honorait pas. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de pouvoir nous identifier à cette génération, à cette nouvelle génération de femmes cadres, ministres que le gouvernement Talon comme on appelle, donc fait la promotion du gouvernement Talon. Nous l'encourageons à faire plus. Et la question des femmes, la question de la représentativité des femmes est un plaidoyer qui va continuer dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un plaidoyer qui va continuer dans le temps. Moi, j'encourage mes camarades militantes à continuer à participer au débat politique, à militer. Nous étions timides. Les femmes étaient timides, les femmes étaient ralenties par un certain nombre de préjugés. Le système était fait de telle manière que même celles qui le voulaient n'arrivaient pas à émerger. Mais les réformes actuelles, les réformes du système partisan vont permettre la démocratie au sein des partis. Et vous allez voir, va émerger de plus en plus de femmes militantes, ultra compétentes, qui n'auront plus peur de prendre la parole, qui n'auront plus peur de participer au débat. Et naturellement, la question de la représentativité va se régler. Et nous allons continuer à mener le plaidoyer nécessaire. Et ne vous inquiétez pas, dans les différents blocs qui se constituent, il y a des femmes vaillantes, de braves dames vaillantes. Je pense à une actuellement, de braves dames vaillantes qui sont en train de mener le plaidoyer auprès des dirigeants des partis qui se sont mis ensemble. Donc, je pense que la question va se régler toute seule, sachant que ce sont ces mêmes dirigeants qui se sont battus pour cette question-là. La plupart, en tout cas, d'entre eux se sont battus pour la question de la représentativité de la femme. Ils sont conscients plus que jamais que c'est une question de développement, c'est une question de justice sociale et que nous n'avons plus le choix, en fait, de laisser les femmes prendre part au débat. Nous n'avons plus le choix de les pousser à aller plus loin. Donc, la question ne se pose pas. Je pense que nous tenons le bon bout et que nous allons y arriver à un rythme soutenu, mais que nous allons y arriver, Alors maintenant, on va parler un peu de vous, puisque nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Depuis, effectivement, quelques mois, vous vous illustrez sur le terrain à travers un activisme politique pro-gouvernemental, alors que vous êtes enseignante-chercheur à l'université. D'abord, au sein des partis politiques, il reste à souhaiter que votre militantisme vous soit reconnu, qu'on ne privilégie pas au moment peut-être de faire les positionnements d'autres femmes plus riches que vous, alors que vous avez été tout le temps une militante engagée. Maintenant, ma question, c'est par rapport à la conciliation entre votre engagement politique et votre agenda d'enseignante-chercheur. Est-ce que quelque part, vous ne sacrifiez pas les activités pédagogiques juste pour aller faire de la politique sur le terrain? Parce qu'on vous voit un peu trop ces derniers temps. Effectivement, il faut trouver le mécanisme pour ajuster tout cela, pour équilibrer l'enseignement et la politique. Je ne peux pas sacrifier l'enseignement puisque c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi de faire. La politique, c'est une question de conviction personnelle. C'est une envie de participer au débat, c'est une envie, un besoin
de donner mon avis sur les questions politiques. Parce que nous pensons que c'est seulement les autres pans de la société, les autres aspects de la société qui régissent notre vie. Ce n'est pas vrai. La politique régit également notre vie. Et j'estime que j'ai les capacités d'enseigner, mais j'ai également les capacités de participer à cela, n'est-ce pas? Mais alors, nous femmes, de toute façon, aujourd'hui, nous sommes présentes dans tous les domaines, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et nous donnons nos compétences à ce pays. Nous formons les jeunes, nous soignons nos enfants. Nous avons des femmes professeurs d'université, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes avocates, nous avons des femmes partout qui participent à différents niveaux à la construction de notre société, à l'éducation de nos enfants. Donc, je pense que... Non, c'est ma question. Comment on fait pour que la politique ne prenne pas le dessus, le pas sur vos activités professionnelles, sur vos activités de recherche, parce qu'il faut aussi un temps pour la recherche. Je reste vigilante sur cela. Je reste vigilante sur cela. Lorsque les activités pédagogiques vont commencer, j'irai donner mes cours comme je l'ai toujours fait. Je reste vigilante sur cela. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui nous offrir le privilège, le luxe de ne pas participer au débat politique. Et j'exhorte les femmes qui sont dans toutes les catégories socio-professionnelles à faire la même chose parce que le pays a besoin de nous. Et autant le pays a besoin de nous pour éduquer, soigner, défendre, autant le pays a besoin de nous pour participer au débat politique. Parce que le débat politique régit aujourd'hui la fille d'une manière inimaginable, d'une manière trop importante dans les pays les plus pauvres pour qu'on s'offre le privilège, le luxe de ne pas s'en mêler. Donc si nous avons les capacités de faire autre chose, ça veut dire que nous avons les capacités de nous mêler au débat. Et je veux qu'on trouve, en tout cas pour celles qui ressentent ce besoin, pour celles qui ont envie, qu'on trouve le mécanisme nécessaire pour faire les deux de front. Alors, quand il va arriver un jour que vous obteniez par exemple un poste politique, vous avez les compétences, vous n'allez pas cracher dessus. Alors après vos fonctions politiques, est-ce qu'il vous sera aisé après de reprendre le métier que vous avez appris? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le constat se fait dans le rang de certains hommes et de certaines femmes politiques, qu'après la parenthèse consacrée à des responsabilités politiques, des acteurs politiques et des actrices politiques ont du mal à retourner à leur vocation initiale. Et c'est du gâchis pour la République. C'est pour ça qu'il faut former de plus en plus de cadres. Si cette question se pose, c'est parce que nous n'avons pas encore la masse de ressources humaine nécessaire que la question se pose. Parce que tout le monde doit pouvoir se trouver à sa place, au bon endroit, au bon moment. Tout le monde doit pouvoir occuper, faire ce qu'il a envie de faire sans que des filières ne soient défavorisées. Vous voyez? Donc parler de perte, quelqu'un qui participe au débat politique, qui enrichit le débat politique, quelqu'un qui sert son pays, quelle que soit la manière dont il fait ce service, ne peut pas être considéré comme un gâchis. C'est parce qu'il n'y a pas assez de cadres, on n'a pas assez de ressources humaines dans les différents domaines que ce débat-là, que la question se pose. Donc quand vous allez prendre goût aux fonctions politiques, les rares, oui, lorsqu'ils ne sont pas quelque part, s'ils sont en politique, c'est qu'ils laissent un vide, n'est-ce pas? Ce vide-là aurait dû être comblé par la quantité de ressources humaines de qualité que nous aurions dû avoir à disposition dans notre pays. Maintenant que ce n'est pas le cas, ceux qui peuvent feront les deux de front, d'accord? Et ceux qui ne peuvent pas vont former en tout cas la relève. Vous savez, dans notre domaine, ce n'est pas si compliqué que ça, puisque nous formons en permanence la relève. Les assistants rentrent, et que lorsque vous avez des assistants, vous devez les former pour qu'ils deviennent maîtres assistants, vous devez les former pour qu'ils deviennent maîtres de conférences. C'est une chaîne qui est mise en place, vous voyez. À nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui recrute en fait énormément, qui nous met à disposition des assistants. Donc avec le temps, la question va se régler. C'est une question de ressources humaines. Alors non, ma question, c'est un pan, mais le pan le plus important, vous ne l'avez pas encore peut-être saisi. Je prends votre cas personnellement. S'il arrive aujourd'hui que vous soyez nommé ministre ou à un autre poste politique, quelle sera votre capacité à retourner
à votre profession quand vous allez finir vos fonctions politiques, parce que malheureusement, ce qu'on constate, quand les universités entrent en politique, ils s'accommodent tellement à la vie politique que lorsqu'un jour même, ils finissent d'exercer les fonctions politiques, ils ont du mal à retourner à l'université pour continuer à apporter leur contribution à la formation de la relève. C'est là que se trouve ma question. J'avais très bien compris votre question, mais je faisais tout pour vous donner, pour vous donner des réponses qui apparemment ne sont pas en train de vous satisfaire. Oui. Écoutez, je ne vais déjà pas répondre sur le plan personnel, parce qu'on ne va pas rester ici et préjuger de ce qui va advenir, voilà, de ce qui va se passer demain. C'est quelque chose que j'ai en horreur. Donc, pour l'instant, je suis maître assistante à l'université et je vais assumer ces responsabilités jusqu'au bout. Vous savez, je suis militante d'un parti politique, n'est-ce pas? Je suis militante d'un parti politique et nous avons un déficit de représentativité des femmes dans le débat politique et tout. Et j'ai cette passion-là. À moi de trouver les mécanismes nécessaires pour mener les deux de front. Le débat de lorsque vous serez nommé, tout ça, cette question ne se pose pas au jour d'aujourd'hui. Pour l'instant. Mais il faut anticiper. C'est justement c'est la raison pour laquelle on vous pose la question. Mais c'est bien que vous ayez ça à l'esprit et que vous sachiez ce qu'il faut faire peut-être au moment opportun. En temps et en heure, nous trouvons les mécanismes nécessaires pour aller dans nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'environ 1h60. Vous avez quelques secondes encore pour faire votre conclusion. Alors, je voudrais dire à la nation béninoise, aux femmes et aux jeunes, de ne pas nous laisser distraire, de fermer nos oreilles, d'arrêter d'écouter les chants de ceux-là qui ont emmené le pays, qui ont conduit le pays là où il en est aujourd'hui. Et je voudrais qu'on ne se laisse pas détourner de nos objectifs. Parce que quels sont ces objectifs? Le principal objectif que nous avons, c'est de construire le Bénin dans lequel nos enfants vont s'épanouir, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, si ça demande des efforts, nous sommes tous prêts à le faire. Nous sommes tous prêts à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à cet objectif-là. Et pour cela, nous devons encourager ce gouvernement-là qui a, pour une fois, accepté courageusement de mener les réformes nécessaires, de nous pousser dans la direction nécessaire, bon gré, mal gré, parce que ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile pour le gouvernement non plus, puisque ce n'est pas facile d'entendre autant de critiques, d'entendre autant de mauvaise foi, de mauvaise volonté. C'est beaucoup plus facile de tout laisser tomber, de dire « Oh là là, bon, je laisse les choses continuer comme ça l'été avant ». Mais nous avions déjà fait le constat, nous savions que nous étions au bord du gouffre et que si on voulait s'en sortir, si on voulait sortir des milliers d'enfants de ce pays du cycle de la pauvreté, il fallait leur offrir des conditions de développement nécessaires. Et nous devons encourager le gouvernement talon à poursuivre résolument vers l'atteinte de ces objectifs-là. Docteur Sedami Médégan-Fagla, merci. Merci, monsieur Ojo. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, faculté des sciences et de la technique. Donc, vous êtes l'une des rares femmes que l'on retrouve quand même dans cette filière, dans ce secteur, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la vérité, la réalité est qu'il y a certains domaines, certaines filières dans lesquelles il y a moins de femmes. Et donc, il faut comprendre la réticence de certaines personnes qui se disent que, bon, du jour au lendemain, il se peut que cette compétence rare disparaisse de la faste et se mette entièrement à la disposition des politiques. Merci de nous avoir accordé une partie de votre temps de cette matinée dominicale. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons reçu dans l'émission Ma part de vérité de ce dimanche. Sedami Médégan-Fagla, docteur en chimie organique, enseignante-chercheur à la faculté des sciences et de la technique de l'université d'Abomey-Calavi, coordonnatrice de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation, donc une femme politique et en même temps universitaire. Avec elle, nous avons fait le tour de certains sujets d'actualité, comme par exemple les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la rentrée universitaire 2018-2019 prévue pour demain. Ensuite, la réforme du code électoral, la réforme du système partisan, ses appréciations de la gouvernance du président Patrice Talon sur le plan économique et social et ce qu'elle pense de la place des femmes dans le dispositif autour donc du président Patrice Talon.
C'est la fin de cette émission, Ma part de vérité, que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Golf TV Africa et Golf FM Africa. Portez-vous bien.